Bonjour à tous, bienvenue dans le meilleur de Pourquoi chercher plus loin. Ici nous sommes à Croix, au cœur du jardin de la Villa Cavrois qui est situé derrière moi. Ce grand paquebot futuriste construit en 1932. Ça nous servira un petit peu de visite tout au long de cette émission consacrée donc au musée des Hauts-de-France, le meilleur des musées de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. On ira aux grandes écuries et au musée vivant du cheval à Chantilly. On ira aussi au Familistère de Guise. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on se rendra dans la grande salle du Louvre-Lens. Un petit tour par le Cateau-Cambrésis, le siège du fauvisme avec Henri Matisse. Et puis on terminera cette émission avec la plus grande collection d'art brut de France. C'est à Villeneuve-d'Ascq que ça se passe. Attention, le générique c'est maintenant. On se retrouve juste après pour le début de la visite de la Villa Cavrois. C'est parti. Bienvenue donc dans la Villa Cavrois, une maison totalement hors norme. On est dans les hauteurs de Croix, hors norme par ses dimensions, 60 mètres de long pour 1840 mètres carrés habitables. Quand vous rentrez dans cette maison, vous découvrez cette grande baie vitrée parce que c'est une maison pensée. Elle a été pensée par son architecte, Mallet Stevens, qui s'est dit on va jouer avec la luminosité de la position de la maison géographique pour avoir de la lumière naturelle et donc du chauffage naturel. Et puis un choix de matériaux tout à fait uniques, des matériaux nobles, du marbre essentiellement sur l'ensemble de la maison et du bois. Ça donne une chaleur à la fois esthétique et une chaleur vraiment de ressenti. C'est vrai qu'on se sent bien. Et puis un jeu de miroir très intéressant aussi, justement encore une fois par rapport à la lumière et la circulation d'air aussi. On en parlera tout à l'heure, notamment dans la salle de bain. Alors Mallet Stevens, l'architecte, il était visionnaire, on peut dire ça comme ça, un petit peu comme Jean-Baptiste Gaudin, direction Guise maintenant au Familistère, qu'il a créé, qu'il a imaginé pour toutes les personnes qui travaillaient pour lui, parce qu'il s'est dit, il n'y a pas de raison que mes salariés, mes employés soient moins bien lotis que moi-même. Donc il a créé ce Familistère avec tout un règlement et du modernisme encore pour l'époque. Et bien ce règlement, justement, on se plonge dedans avec une ancienne habitante qui nous raconte dans les moindres détails ce qu'il fallait faire et surtout ne pas faire. Nous sommes au Familistère, bâti dans la petite commune de Guise en 1849 par un industriel visionnaire, Jean-Baptiste André Gaudin. Ne pouvant faire un palais de la chaumière ou du galetas de chaque famille ouvrière, j'ai voulu mettre la demeure de l'ouvrier dans un palais, le Familistère. En effet, il n'est pas autre chose. C'est le palais du travail, c'est le palais social de l'avenir. Le Familistère a autant à voir avec une communauté hippie qu'avec une cité ouvrière. Sans se fréquenter vraiment, on était tous ensemble. C'est une expérience qui est unique au monde et c'est sans doute la seule expérience d'utopie sociale qui est réussie. Même si ce n'était pas une société idéale, tout le monde se connaissait, se rendait service et je peux parler d'une grande famille quand même. Pour comprendre ce qui fut la seule utopie réalisée dans le monde ouvrier du 19e siècle, il n'y a pas meilleur guide que Monique Bronchin. Vous imaginez tout ça rempli de personnes sur toutes les coursives. Moi j'ai connu, puisque j'habitais, je suis une ancienne familistérienne, c'était le lieu de vie où j'avais de la famille dans tous les pavillons. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on transmette. Je suis là pour ça aujourd'hui, c'est pour transmettre. Alors déjà parce que c'est mon patrimoine, parce que ma famille en a profité, mais c'est ce que désirait M. Gaudin. Aujourd'hui, le maître des clés du palais social, c'est Frédéric Pagny. Conservateur du patrimoine, il dirige l'ambitieux projet de rénovation du Familistère et il connaît sur le bout des doigts l'extraordinaire aventure sociale lancée à Guise par Jean-Baptiste André Gaudin. On est dans la cour du pavillon central du palais social. Il y a 3 cours, comme celle-ci, 3 cours vitrées,
c'est l'espace de l'habitation unitaire. Ce sont des espaces passionnants parce que ce sont des espaces qui sont à la fois intérieurs et extérieurs. On voit le ciel depuis ces espaces couverts. Et c'est dans ces grandes cours que se réunissait la population du Familistère, en particulier pour les grandes fêtes du Familistère, qui étaient la fête de l'enfance et la fête du travail, parce que vous savez que la fête du travail s'invente au Familistère en 1867. Et ces balcons, pendant ces fêtes, sont noirs de monde, remplis de cette population et de leurs amis, parce que ces fêtes sont ouvertes aussi aux gens extérieurs. Et on se contemple, finalement, on contemple la réussite de cette société. Allez, on est de retour ici dans la Villa Cavrois, dans la chambre. C'est une des pièces maîtresses de cette maison, avec un invité, Jean-Pierre May. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président des Amis de la Villa Cavrois, passionné par cette maison parce que tout est particulier ici. Tout est exceptionnel, en effet. C'est une œuvre d'architecture tout à fait exceptionnelle, extraordinaire. Le chef-d'œuvre, on peut dire, de Malès Evans, son architecte. Ici, nous sommes dans la chambre à coucher. La chambre qui paraît finalement pas très originale par rapport à la salle de bain. Alors là, la salle de bain, on va la découvrir avec ce qui frappe quand on rentre ici. C'est d'abord de la moquette et une immense luminosité. Tout à fait. C'est une pièce emblématique de la villa, avec donc la luminosité, comme vous venez de dire, l'hygiène aussi, qui était un principe retenu par Malès Evans, avec donc des appareils sanitaires tout à fait somptueux. Si on regarde en particulier donc cette cabine de douche. Qui paraît complètement moderne. Quand on voit ça, on se dit mais c'est une maison qui a été construite il y a 5 ans maximum, alors que c'est encore une fois dans les années 30, 1932 très précisément, et qu'il y a des jets de massage dans la douche. Ça paraît irréel, ça. C'est vrai, c'est tout à fait particulier, et on peut dire de la part de Malès Evans quelque chose donc d'avenir. Alors beaucoup de matériaux nobles, on le disait aussi tout à l'heure, il y a du bois, mais il y a aussi énormément de marbre. Là, la salle de bain, elle est à 60% au moins, elle est composée de matières nobles comme le marbre. Matières nobles, effectivement, et donc avec en particulier un éclairage qui est toujours indirect comme dans toute la villa. Oui. Donc des tubes fluorescents de chaque côté des miroirs, avec un énorme miroir, en pensant à madame qui va se farder là. Et puis de toute façon, vu le nombre de baies vitrées, la lumière, on imagine qu'elle est complètement naturelle. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je comprends que vous soyez passionné par cette maison. Hein. Merci. Vous avez les clés d'ailleurs ou pas? Non, je n'ai pas les clés, je ne suis pas le propriétaire. Non, c'est bien dommage. Merci en tout cas, merci beaucoup. Alors, 1800 mètres carrés habitables, c'est ce que représente la maison. Maintenant, on va se rendre à Lens, au Louvre-Lens précisément, le musée qui lui fait 1700 mètres carrés. Certains disent que c'est une annexe un petit peu du grand Louvre parisien, alors que non, c'est un musée à part entière qui appartient aussi bien aux habitants grands qu'aux petits habitants, les enfants. Regardez. À 300 mètres à peine du musée, l'école primaire Marie Curie. 200 élèves qui ont fait du Louvre-Lens leur seconde cour de récréation. Ce matin-là, c'est la classe de CP qui a droit à la galerie du temps rien que pour elle pendant 1 heure. C'est la partie là, j'aime bien. Perrine, la médiatrice, leur a préparé une visite sur mesure. Et c'est pour ça qu'on a ici sur le mur, qu'est-ce que vous voyez sur le mur là-bas? Des numéros. C'est comme une sorte de petite règle, une grande règle en fait, c'est une frise chronologique. Donc c'est les numéros, c'est les dates. C'est un lion et une madame en même temps. C'est un corps de femme et une tête de lion. Alors les Égyptiens, ils représentaient comme ça leur dieu. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animaux alors? Oui. Un serpent. Un serpent, un chien, des chevaux, bien. On a... Oh, il a bien regardé. Oui. Une chouette. Une chouette. Super, tu as vu celle qui était la plus cachée, la chouette. La galerie du temps est accessible gratuitement. Un choix qui n'explique pas à lui seul le succès du musée, près d'1 million de visiteurs la première année. C'est donc qu'il s'y passe quelque chose, une atmosphère, pour certains même une révélation. C'est le cas de Michel Denis, ouvrier à la retraite et désormais passionné d'art à plein temps. Ouais, j'étais mécanicien dans une fonderie et mon l'art là-bas, c'était pas
notre tasse de thé, quoi. Hein, c'était plutôt physique. Et après, bon, bah, c'est venu ici derrière, je suis parti en retraite. Et là, j'ai appris qu'on pouvait justement prendre des cours. Donc j'ai foncé tout de suite là-bas. Et après, bon, j'ai disposé du musée. Et s'il me vient d'un seul coup une petite truc, une question, hop, je mets ma veste. Sacré challenge pour cet homme de 62 ans et sacré symbole pour un musée qui doit trouver ses marques. La brique, les terris, ce bassin minier classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En somme, un nouveau territoire à conquérir et des habitudes à créer. Michel Denis a franchi le pas, il ne fera pas machine arrière. Puis vous apprenez, puis si vous ne comprenez pas, bah, vous demandez des renseignements, puis après, bah, petit à petit, bah, vous ne devenez pas aussi fort qu'eux, mais vous devenez un peu comme eux, quoi. Et c'est ça qui est encourageant, ça vous fait plaisir, puis vous sentir inférieur dans ce domaine. Les œuvres du musée font désormais partie de son quotidien. Comme cette vue du golfe de Naples, signée Joseph Vernet. On prend goût à ce truc-là, bah, on regarde de plus près, puis on s'aperçoit que c'est comme un film ou c'est comme un livre. On cherche les détails, et puis pour finir, bah, on rentre dedans, quoi, comme dans un film de science-fiction, et puis voilà, c'est fantastique. Et puis vous pouvez être devant une œuvre comme ça, comme celle-ci, l'éplucher pendant des heures et des heures. Il y a de tout là-dedans, hein. Ça c'est surtout celle-là, quoi. Il y a la profondeur, il y a tout, il y a tout. C'est la baie de Naples, bon d'accord, derrière on voit Naples en fond, bah, devant on voit les scènes un peu plus campagnardes, bon, la ville un peu décalée, quoi, hein. C'est pas le cœur de la ville. Puis en plus, bon, moi, derrière ça, il y a ce fameux arbre qui m'intrigue. Moi je le vois balayé par le vent. Vu les feuilles comme elles sont, je vois que ça part dans tous les sens, et je pense que l'auteur a voulu donner de la vie à son tableau. Donc c'est ça, pour ça, bon. Et même quand je regarde de plus près, je vois il y a les herbes, elles sont dans les deux sens. Donc on voit bien que c'est un vent tournant. Et puis en plus il a fait une ouverture sur le port là-bas, parce que j'ai su que l'auteur, quand il peignait un port, il aimait bien avoir une ouverture directe sur la mer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un truc qui s'en va vers l'aventure, vers le lointain. Il n'y a même plus besoin que ça bouge, je le vois bouger le tableau. Donc, vous voyez même les nuages, tout ça, qui sont un peu farfelus, vous voyez les oiseaux, et puis cet arbre qui m'énerve, quoi. Bon, bah. Et maintenant, je suis branché dessus. Allez, nous voilà de retour à la Villa Cavrois, côté coulisses ce coup-ci. On est dans la cuisine, et quand vous arrivez dans la cuisine, eh bien, vous ne pouvez pas ne pas remarquer les dimensions hors normes, encore une fois, de cette cuisine, un peu à l'image d'ailleurs de la maison, et surtout la qualité des matériaux qui la composent. Il y a du marbre absolument partout, il y a beaucoup de faïence sur l'ensemble des murs, un carrelage tout à fait atypique, de la ferronnerie. Et puis quand vous arrivez ici, vous vous dites, mais quoi de plus normal qu'un évier? Mais finalement, quand on prête un peu plus attention au regard, eh bien, on a l'eau froide à droite, l'eau chaude à gauche, et au milieu, l'eau douce, de l'eau uniquement destinée à laver et à rincer les verres de manière à ne pas laisser de traces dessus. Je vous rappelle qu'on est en 1932 et qu'à l'époque c'était totalement inédit. Voilà, ça n'était quasiment jamais arrivé. Et tout ça encore bien sûr à l'image de cette grande villa. Le luxe, on le trouve aussi à Chantilly pour les chevaux. Chantilly, c'est la capitale des chevaux. Eh bien, il y a un musée vivant du cheval là-bas qui est à l'intérieur des grandes écuries. On peut considérer que véritablement c'est un château pour les chevaux. La visite avec un tableau tout à fait exceptionnel. Regardez. Les grandes écuries abritent un musée qui s'étend sur 15 salles disposées autour de la cour des remises et où sont exposés plus de 200 tableaux, objets ou sculptures dont le dénominateur commun est bien sûr le cheval. C'est un musée qui a réouvert en juin 2013 et qui présente à travers une grande variété d'objets différents thèmes liés à l'histoire du cheval et à son rapport avec l'humain et à son développement dans la société. Nous exposons au musée du cheval ce tableau qui nous a été prêté par le musée Condé. C'est un tableau qui représente en fait les premières courses à Chantilly. Donc on reconnaît bien en fait les grandes écuries et la grande pelouse où il y avait un embryon d'hippodrome.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on ne voit pas le château de Chantilly. Il y a le petit château de la Renaissance, mais la grande forteresse qui a été détruite à la Révolution, eh bien, en fait, a disparu. Et on n'a pas encore le château construit au XIXe siècle par le duc d'Aumale. Et puis un deuxième point assez intéressant et assez drôle, c'est la position des chevaux. Ils sont dans ce qu'on appelle le galop volant, c'est-à-dire complètement étendus. Et en fait, c'est une position complètement impossible pour un cheval, notamment lorsqu'il galope. Et il va falloir attendre en fait l'invention de la photographie et des expériences menées par des photographes pour qu'on puisse découvrir le vrai mouvement du cheval lorsqu'il galope. Mais les peintres en fait avaient cette impression vraiment avec la vitesse des chevaux. Il y en a beaucoup de groupes, notamment des groupes scolaires qui viennent, et puis beaucoup de familles le week-end. C'est vraiment un musée accessible à tous. On a voulu mettre en place des éléments très didactiques, des écrans avec des films, des panneaux de salle assez simples à comprendre et qui peuvent être accessibles vraiment à tout le monde. Ceux qui connaissent déjà très bien le cheval et ceux qui ne connaissent pas du tout le cheval et qui veulent vraiment aborder cet animal. Donc vous voyez les enfants très tôt au départ, surtout les enfants nobles, les enfants qui étaient futurs rois, on leur apprenait à monter un cheval. C'est des cavaliers. Alors ça c'est pas du temps des rois, c'est un petit peu plus récent. Oui, à la guerre. On est une classe de CE1, on vient de Tremblay en France, donc en Seine-Saint-Denis. Et on est venu ici pour visiter à la base le château de Chantilly et profiter du musée du cheval. Pour qu'ils découvrent un petit peu un animal qui leur est cher. Donc voilà, le cheval à travers les âges. Autre objet assez anecdotique, ce sont ces bottes de postillon. Alors un postillon, c'est la personne qui était sur le premier cheval de l'attelage. Et donc c'est lui qui allait guider entre deux relais les chevaux. Et c'est lui qui, une fois arrivé au relais final, ramenait les chevaux seuls, cette fois-ci sans attelage, à leur relais d'origine. Et les relais de poste sur les routes françaises sont éloignés d'à peu près 7 lieues. Ce sont elles qui ont inspiré les bottes de 7 lieues de l'histoire du Petit Poucet. On est de retour donc dans la Villa Cavrois. Imaginez, on est en 1932 et il y a un architecte, Malest Evans, qui s'est dit, malgré le fait qu'on soit dans le nord, on va quand même construire 830 mètres carrés de terrasse. C'est ce qu'il a fait. On est sur l'une de ces petites terrasses avec une vue derrière, vous le voyez, complètement incroyable. Alors on continue nous notre promenade du côté des musées de Nord-Pas-de-Calais et Picardie, dans la région des Hauts-de-France. Direction maintenant le Cateau Cambrésis, à la découverte du fauvisme. Henri Matisse, bien évidemment, est né là-bas. Donc du coup, il y a un musée à son nom qui existe. Ça a intéressé une Américaine, vous allez voir, elle est particulièrement attachante et on l'a rencontrée. Regardez. Ce bâtiment d'allure classique, construit au XVIIIe siècle, fut la résidence d'été de Fénelon, homme de lettres et archevêque de Cambrai. Il accueille maintenant 75 000 visiteurs par an et il possède plus de 900 œuvres. Beaucoup de Matisse, bien sûr, mais aussi des pièces d'art moderne exceptionnelles, des sculptures de Miro et des œuvres de Fernand Léger, Chagall et Picasso. Bienvenue au musée Matisse. Elle est venue par passion pour Matisse, mais aussi par curiosité pour cette drôle de petite ville à laquelle il a été si intimement lié, si l'on en croit ce qu'il a écrit en 1952 à ses habitants. En relisant hier soir cette lettre, en préparation pour votre venue, j'étais très émue, enfin jusqu'aux larmes à lire certaines parties. Je vais vous le lire. Mes concitoyens du Cateau, que j'ai quittés si vite pour aller où ma destinée m'a conduit, ont voulu honorer ma vie de travail par la création de ce musée. Le labeur acharné de ma vie était pour la grande famille humaine à laquelle devait être révélée un peu de la fraîche beauté du monde. Et comme rendant à César ce qui appartient à César, j'ai aidé la ville du Cateau à créer ce musée. Une partie du résultat d'une vie de travail. Je remercie la ville du Cateau de m'avoir choisi. Dans sa vie précédente, Carrie Pilto travaillait au musée d'art moderne de San Francisco.
Le Cateau, c'est un grand changement, mais quand on aime, on ne compte pas les kilomètres. Et comme tous les amoureux de Matisse, elle a bien entendu une œuvre qu'elle aime plus que les autres. C'est la jeune femme à la pelisse, sur fond rouge. Tout y est luxe, calme et volupté. Pour moi, c'est vraiment le portrait du bien-être. Quand j'ai besoin de faire une pause ici au musée, je viens ici voir ce tableau parce qu'il y a tout ce que j'aime. D'abord, il y a ces couleurs pures, éclatantes. Il y a ce vermillon, ce jaune citron. Et donc, il y a ce blancheur qui met en valeur la couleur, mais aussi c'est comme si le tableau était inondé de lumière. Elle est presque surexposée. D'ailleurs, on ne voit pas les traits de la femme. Son visage, c'est une abstraction. Ce qui nous permet finalement de se projeter sur ce personnage qui est détendu. C'est un tableau où je rêve un peu. Allez, on est de retour ici à la Villa Cavrois, à Croix. Donc on est dans le Nord, hein, vous l'avez compris. Dans le Nord, à l'époque, construire une piscine, c'était quelque chose de tout à fait insolite, de tout à fait inédit. Eh bien, ça n'a pas du tout fait peur à Mallet Stevens qui s'est dit, bon, on va construire une piscine et en plus de ça, sans système de chauffage. C'est cette piscine qui est présentée ici. Elle est exposée plein sud, donc chauffée directement par le soleil, tout comme la façade côté habitation qui est, elle, uniquement exposée, donc côté sud, donc en plein soleil. Nous, on continue notre petite promenade dans les Hauts-de-France, dans les musées des Hauts-de-France. On va pas très loin d'ici, à Villeneuve-d'Ascq, au LAM, le Lille Art Moderne. C'est la plus grande collection d'art brut de France. Et dedans, si on cherche un petit peu, vous pouvez trouver cette petite ferme que vous allez voir avec des avions dessus. Elle est complètement incroyable. On l'a filmée pour vous. Regardez. Suivons ces amateurs d'art en culotte courte. Ils découvrent avec gourmandise les œuvres d'art brut propices à faire surchauffer l'imagination des enfants. Comme devant cette ville fantomatique fabriquée à base de boulons et de transistors, créée par l'artiste ACM. Et je vous laisse regarder pendant 1 minute. Et ensuite, je vous poserai quelques questions. Mais il y a plein de choses à voir. Ça vous fait pas penser à quelque chose, toute cette petite construction? Oui, vas-y. C'est des vieilles choses. C'est-à-dire, comment tu sais qu'elles sont vieilles, ces choses? Parce que ça se voit. Est-ce qu'il y a des êtres humains dedans? Non. Est-elle habitée? Cette mine émerveillée d'enfants, Savine Faupin l'affiche depuis plusieurs années. Heureuse conservatrice de la collection d'art brut au LAM, elle ne se lasse pas de déambuler dans son royaume. Donc Dubuffet, en 1945, il a décidé de nommer art brut un ensemble d'œuvres qu'il avait commencé à collecter suite à des découvertes dans des hôpitaux psychiatriques en Suisse, en France, également des œuvres de spirit, des œuvres faites par des personnes autodidactes, et ça va devenir une sorte de genre de l'art du XXe siècle. Quand on a organisé une première exposition d'art brut en 1997, donc avec cette collection de la Racine, on l'a présentée de façon très large, de faire connaître au public de la région l'art brut. Certains connaissaient un petit peu, d'autres pas du tout, mais il y avait des accroches possibles, comme par exemple la ferme d'Arthur Van Abel, parce que ça, tout le monde la connaît dans la région. On ne sait pas forcément qui a réalisé ces objets, mais les œuvres sont là. Le Sage, c'est pareil, quand on montre des œuvres de Le Sage, il y a un très très grand étonnement face à ces œuvres faites par ce mineur qui lui-même n'avait jamais appris à dessiner, jamais appris à peindre, et qui va faire véritablement une œuvre très très impressionnante. Obsessionné, enfin une espèce de... On voit aussi là qu'il utilisait des petites formes. Oui, alors l'idée qu'il ait pu travailler avec des patrons... Augustin Le Sage est né en 1876 et a vécu toute sa vie dans le bassin minier. Mineur de fond pendant plus de 30 ans, il a laissé derrière lui une œuvre impressionnante. Mais celui-ci est très étonnant parce que il est dans la partie basse, c'est vraiment une architecture, c'est une construction, et la partie haute, c'est une sorte de forme, presque comme une forme animale. Donc c'est vraiment des tableaux à mystère où il faut passer du temps pour entrer. Et toi, quand tu les restaures, tu te fonds complètement dans la peinture.
Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée aux musées de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, les fameux musées des Hauts-de-France. On se quitte avec cette magnifique image derrière moi de la Villa Cavrois que vous pouvez visiter, soit de manière virtuelle avec des petites tablettes qui vous guident dans les méandres de la maison, soit à l'ancienne, avec un guide qui vous explique vraiment tous les détails, avec passion notamment, avec Jean-Pierre qu'on a rencontré tout à l'heure. Voilà, pour l'émission, vous pouvez tout simplement la revoir sur Internet. Pourquoi chercher plus loin.fr et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres best-of de Pourquoi chercher plus loin. À bientôt, merci.